Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la télévision au cœur de nos défis. Et bienvenue à cette émission spéciale sur le marathon des échangeurs. En effet, la télévision BF1 et ses partenaires vont tenir encore leur engagement, c'est-à-dire organiser la deuxième édition du marathon des échangeurs. Vous vous rappelez, l'année passée, le 23 juin, la télévision BF1 avait relevé le défi d'offrir à la ville de Ouagadougou une compétition d'envergure internationale. Eh bien, l'aventure continue et cette année, ça sera le 22 juin que les athlètes vont se donner rendez-vous dans les rues de Ouagadougou pour parcourir 42 km 195 afin de prouver que faire du sport au Burkina, ce n'est pas du miracle. Et nous avons autour de cette table les organisateurs et les techniciens pour nous donner davantage d'informations sur cette deuxième édition. Je m'en vais vous les présenter. À ma droite, nous avons M. Billy Tieno Edouard, directeur commercial et marketing de BF1 et président du comité d'organisation. M. Tieno, bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, M. Sylvestre Zaré, il est le mesureur international et surtout professeur de physiologie. Avec lui, nous allons savoir ce que c'est que le circuit et surtout comment se comporter pour bien réussir son marathon. Monsieur Zaré, à ma gauche plutôt. Voilà, Monsieur Zaré, bonsoir. Bonsoir, Madi. Alors, à côté de M. Zaro, M. Nyanou Basso-Gena, il est membre de la Fédération burkinabé de football et en tout cas notre membre de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Alors, football quand tu nous tiens, mais ce soir nous parlons d'athlétisme. Alors, M. Nyanou, bonsoir. Bonsoir, Madi. Alors, encore une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Alors, la première question, je vais la poser à M. Billy Tieno Edouard. Alors, M. Tieno, pourquoi cette deuxième édition, sommes-nous tentés de vous demander? Merci, Madi. Pourquoi cette deuxième édition? C'est naturellement pour les mêmes raisons qui ont prévalu pour l'organisation de la première édition. C'est de magnifier la ville de Ouagadougou, c'est de faire la promotion du sport. Pour cette deuxième édition, c'est parce qu'il y a eu un franc succès par rapport à l'édition 2018. Tout le monde a apprécié, les athlètes, la population du Burkina. D'ailleurs, à l'international, ça a été salué. Et on s'est dit naturellement qu'il faut continuer l'aventure. De toute façon, on avait prévu de continuer l'aventure parce que nous souhaitons pérenniser la magnificence de la ville de Ouagadougou et la promotion du sport au Burkina Faso. Toutes les villes, en tout cas de la sous-région, ont leur marathon. Il fallait que Ouagadougou également ait son marathon. Et ça n'a fait que nous galvaniser et nous inciter à pérenniser cette activité-là avec l'accompagnement justement des instances du sport et de l'athlétisme au Burkina. Alors, M. Bachou-Journal, on dit que la répétition est pédagogique. Alors, c'est vrai, si on dit marathon, on dira mais on a écouté, mais il y a des gens aussi comme moi qui ont toujours l'oreille assez dure, qui ne savent pas. Parlez-nous un peu des origines du marathon. Le marathon, c'est toujours une histoire. Quelquefois, c'est tiré d'une légende. Et en présentant M. Zaré, vous avez bien dit que c'est le mesureur. Mais pour nous, c'est aussi un douanier. Et c'est lui qui nous a appris tout ça. Quand on a commencé les cours pour devenir professeur d'éducation physique. Et je me rappelle qu'il me disait que c'est une histoire tirée d'une légende. En l'an 490 avant Jésus-Christ, alors que l'armée d'Athènes se battait dans les Balkans, une poignée d'hommes qui se battaient contre plus de 20 000 soldats perses devraient obtenir une victoire, sinon Athènes passait définitivement sous l'esclavage. L'espoir était en train de se perdre pour les habitants de cette ville. Mais les soldats ont tenu bon. Quand on parle de la remontada, tout de suite, vous faisiez allusion au football. Exactement, oui. Alors, face à ces 20 000 soldats, l'armée d'Athènes a pu vaincre pour éviter que son peuple ne passe définitivement sous l'esclavage. Et c'est ainsi qu'un soldat a pu courir de la ville de Marathon jusqu'à Olympie pour annoncer la victoire. On estime cette distance à 40 km.
Et quand il est arrivé, le soldat a pu parcourir cela à pied. Il est rentré dans l'hémicycle et il a dit « Nous avons vaincu. Nous avons la victoire. » Il est tombé en même temps et il y est resté. Voilà comment cette légende-là a pu être utilisée par Pierre de Coubertin pour organiser la première édition des Jeux olympiques modernes en demandant à Athènes d'abriter la première édition en 1996 pour relancer le sport d'une manière générale dans le monde. Donc vous voyez que courir à pied sur 40 km, ce n'est pas une petite histoire. Maintenant, le marathon, ce n'est pas 40 km. Exactement. C'est 42 km 195. Alors, petit à petit, dans l'histoire, en organisant la course, on s'est rendu compte que à côté, il y a toujours les autorités. Et quand on veut donner le départ, il faut une certaine vue. Selon l'histoire, les 2 km 195 ont été progressivement ajoutés pour des besoins de clarification et de bonne vue des autorités. Certains diront que c'est la reine d'Angleterre qui voulait voir toute la manifestation à partir de son balcon. Et donc, on a reculé progressivement et on est tombé d'accord sur les 42 km 195. Donc, voilà un peu les origines du marathon qui constituent la discipline reine des Jeux olympiques. Il n'y a pas de Jeux olympiques sans marathon. Et le marathon reflète un certain nombre de choses. C'est l'endurance, c'est la persévérance, et c'est pourquoi quand la télévision BF1 a voulu magnifier ces différents comportements et ces engagements pour permettre à la jeunesse de la ville de Ouagadougou de se rappeler que la vie, c'est un combat. Nous avons tout de suite, au niveau de la Fédération d'athlétisme, salué ces aspects-là. Donc voilà, pour être court. D'accord. Alors, M. Zaré, M. Yanou a parlé donc des origines du marathon et tout ça. Alors, est-ce que n'importe qui peut être marathonien? Tout le monde ne peut pas être marathonien, ça dépend. Bon, tout le monde peut être marathonien. Quand on est en bonne santé, on peut faire le marathon. Bon, tout le monde ne peut pas être un champion de marathon. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais pour faire du marathon, vous voyez déjà 42 km 195, ce n'est pas une petite distance. Ça veut dire qu'il faut être vraiment en bonne condition physique, préparé, avoir l'habitude. Il a parlé tout à l'heure d'endurance et de détermination. Donc il faut être fort moralement, il faut être fort physiquement et vraiment se préparer pour. Donc on peut dire, tout le monde peut le faire, parce qu'il parlait du baron Pierre de Coubertin, vous connaissez bien son slogan. Bien sûr. Le plus important, l'essentiel, c'est de participer. On ne peut pas tous gagner. Si on voulait juste que les vainqueurs soient présents, il y aurait à avoir 2 ou 3 personnes qui vont démarrer, puisque c'est eux qui vont se partager les médailles. Or, le marathon est beau quand il y a du monde. Quand vraiment il y a un grand nombre de personnes qui démarrent, chacun apprécie la valeur de sa forme physique. Il y en a qui le courent en 6 heures. Mais l'année d'après, ils l'ont couru en 5h30. Ils disent, oui, j'ai progressé. C'est ça qui est beau dans le marathon. C'est que tout le monde peut le faire et arriver, à condition au moins de faire un minimum de préparation physique. On va revenir en détail sur tout ça. Alors, M. Thienot, parlons maintenant organisation, puisque c'est véritablement ça que vous faites. Alors, est-ce que vous pouvez faire un petit point de l'organisation à un peu plus d'1 mois? Je rappelle que l'émission est enregistrée donc, le 25 mai, un peu plus d'1 mois du départ. Alors, pour les questions d'organisation, tout va bon train. Il faut dire que nous avons acquis de l'expérience à la faveur de l'organisation de l'édition de 2018. Aujourd'hui, nous sommes au stade de l'inscription des marathoniens qui ont, à travers les spots publicitaires et toute la campagne médiatique, reçu l'information pour le départ ce 22 juin.
Alors, avec justement la fédération d'athlétisme, nous recevons aujourd'hui les inscriptions des marathoniens. Il va s'en suivre justement une rencontre avec ces derniers pour les informer de comment va se tenir le départ et pour récupérer les dossards et les maillots. Pour l'instant, ce sont ces aspects techniques-là qui sont mis en place. Il faut dire que contact a été pris également avec un partenaire, un assureur, pour l'assurance justement de l'ensemble du parcours. Alors, il y a des questions de sécurité sur le circuit également. La police est mise à contribution, ils font déjà une prospection pour évaluer le besoin en agents de sécurité pour ces dispositions-là. Il faut noter qu'autour du circuit, il y a des points de ravitaillement. Alors, le travail également est fait avec la fédération pour identifier ces points de ravitaillement-là, en eau et en fruits, et les personnes qui vont gérer ces points. Il y a tout le staff technique, les officiels techniques également qui sont briefés et qui sont d'emblée prêts, en tout cas pour les dispositions à prendre et que la fête soit belle. D'accord. Alors, M. Yanou, naturellement, une compétition comme le marathon des échangeurs, il y a des règles à suivre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement les règles, le règlement de cette compétition? S'il y a des spécificités, et que peuvent être ces spécificités-là? Alors, un marathon, merci bien, un marathon, c'est toujours une préparation et une organisation bien planifiée et la participation à l'événement, mais surtout après aussi faire un bilan. Et aussi bien chez les organisateurs que chez les athlètes, ces plans sont à l'ordre du jour. Pour nous, organisateurs, il s'agit de lancer dans un premier temps les inscriptions et les inscriptions sont ouvertes et je profite lancer encore un appel pour que ceux qui ont l'intention de participer au marathon s'inscrivent maintenant pour mieux permettre aux organisateurs de mieux évaluer la fréquence ou la popularité ou le niveau de participation des uns et des autres. Et au-delà donc des inscriptions, nous prenons les dispositions pour que la compétition se passe en suivant les règles édictées par toute compétition qui se veut sérieuse. C'est dans ce cadre-là que le règlement donc prévoit les inscriptions. Et déjà, à l'inscription, il faut se dire que, comme Zaré venait de le dire, une compétition de ce genre exige qu'on ait un minimum de bonnes conditions physiques. Okay. Donc, dans le règlement, nous avons demandé que ceux qui s'inscrivent s'assurent qu'ils ont une bonne condition pour participer à un événement comme ce marathon-là. C'est-à-dire, dans les détails, que c'est pas des choses compliquées. Vous allez en consultation et on vérifie simplement en prenant votre tension et d'autres choses que les médecins savent très bien et ils disent « Ah, vous pouvez être un concurrent sérieux ». Mais l'essentiel pour les organisateurs, c'est de vous présenter dans les différents points d'inscription à BF1 au stade du 4 août et un peu en ligne pour pouvoir donner votre nom et les autres informations détaillées pour pouvoir être pris en compte sur la liste des inscrits. En dehors de ça, il y a que à la veille, nous allons asseoir le secrétariat technique qui va donner donc les maillots, les dossards. C'est à 72 heures avant que le secrétariat s'ouvre. Okay. Ce qui voudrait dire que 72 heures avant aussi, c'est fini pour les inscriptions. On n'aura plus d'inscriptions à faire. Mais le secrétariat sera installé au stade du 4 août pour distribuer les dossards. En dehors donc de la distribution des dossards, la fédération prévoit un jury, un grand jury, qui va donc se composer de l'ensemble du personnel technique qu'il faut sur une disposition de 42 km
pour permettre de servir les coureurs. Ok. Donc, il y aurait des points de ravitaillement au nombre de 7, des points d'épongement au nombre de 5, et sur lesquels des services seront donnés aux athlètes tout au long du parcours. La sécurité aussi sera là pour faciliter l'ouverture des voies afin que les coureurs soient à l'aise tout au long du parcours. Maintenant, il y aurait dans le dispositif des techniciens qui seront chargés à des points précis de vérifier que chaque concurrent a parcouru effectivement la distance et pour qu'à la fin, on puisse valider les résultats en faveur donc de ceux qui ont fait le parcours de manière normale. Et puis, après tout ce tralala, vous avez les récompenses qui seront données. Ok. Maintenant, pour un grand événement comme le marathon, quelqu'un le disait, il y a ceux qui viennent pour gagner les premières places, mais il y a l'aspect festif qu'il ne faut pas oublier. Parce que, de par le monde, ce genre de manifestations sont aussi instaurées pour inciter les gens à participer au sport pour tous. Donc, on a annoncé une date. Je veux venir pour me tester. Peut-être que toute ma performance serait sur 5 km. Peut-être que je vais parcourir 10 km. Oui. C'est vous seul qui savez ces aspects en vous inscrivant et en vous présentant sur la ligne de départ. Okay. L'essentiel, c'est que vous n'avez pas une contre-indication par rapport à la pratique sportive. C'est ces dispositions seulement que vous seul, vous pouvez vérifier pour vous présenter et vous serez servi. Conformément à la réglementation, le comité d'organisation a pris aussi des dispositions pour ce genre de participation. Je me suis inscrit, mais je sais que je ne boucle pas 42 km, je vais m'arrêter à 10 km. Alors, un quart sera toujours derrière. Et puis, tranquillement, on va vous ramener à l'arrivée du marathon. Donc, toutes les dispositions sont prises pour que, quelles que soient vos intentions, on puisse vous servir pour que ça serve de sport et de fête pour tout le monde. Bon, notre réalisateur Alain est inscrit, mais je ne sais pas s'il ne sera pas le premier dans le quart. C'est à vérifier le jour de la course. Alors M. Zaré, évidemment, pour courir 42 km, il faut bien les trouver. Vous êtes mesureur international. Justement, vous, quel est votre rôle ici? Comment on mesure pour avoir 42 km 195? Merci Madi. 42 km 195. Bon, nous n'avons pas ce qu'on appelle le compteur Jones. C'est le seul moyen de mesurer le parcours. Déjà, certains croient qu'avec d'autres moyens, on peut le mesurer, mais il y a une grande différence dans les mesures. Vous voyez, quand vous voulez une distance précise, par exemple le marathon, le seul instrument qui mesure de façon précise les distances, c'est l'hectomètre. L'hectomètre, mais on ne prend pas l'hectomètre parce que quand vous tendez 100 mètres, il y a les points d'inflexion. Donc, ce n'est pas tout droit. On prend un demi-hectomètre qu'on reporte 4 fois et on refait au moins 4 fois le même parcours pour paramétrer, savoir exactement on a fait 400 mètres. Et quand vous avez cette dimension de 400 mètres et que sur votre compteur, au lieu d'avoir 400 mètres, vous avez par exemple 392. Non, pardon, vous avez 408. Parce qu'en général, la distance qu'on mesure avec la voiture, la moto, est toujours inférieure à la vraie distance. Ah oui? Oui. Celui qui se rapproche le plus possible de la mesure, c'est la roue du géomètre. Ce que la Sonabel, l'ONEA utilise, et la Fédération en a. La roue du géomètre est la mesure la plus proche possible de la vraie mesure. Mais si vous devez parcourir 42 km avec une roue du géomètre, c'est compliqué. Donc il faut paramétrer. Voilà, une fois qu'on a paramétré, je sais que sur mon compteur, quand je fais 1 km avec ma voiture, quand le compteur de la voiture marque 1 km, en réalité, je n'ai que 960
mètres. Ah oui. Donc, il faut tenir compte de tout cela pour pouvoir mesurer et trouver la bonne distance. Ce qui fait quelqu'un qui prendra le parcours en voiture, au lieu de trouver 42, il peut se retrouver à 45 et il dit non que c'est trop long. Non, parce que la mesure n'est pas juste. N'est pas juste, ok. Et quand vous prenez l'hectomètre, Oui. vous voyez avec la température, vous savez, le métal se dilate ou se rétrécit. Donc, il faut calculer ce coefficient de dilatation avant de paramétrer la distance. Donc, c'est un truc un peu complexe, mais c'est pour dire que pour être très précis, on est obligé de passer par ce système-là. Donc, nous paramétrons et on se réfère à ça pour faire la mesure. Et quand vous passez en voiture, vous voyez que ce n'est pas le même parcours que le piéton va utiliser. Le piéton prend le chemin le plus court possible. Ok. Vous voyez, quand vous parcourez aussi, vous voyez, à un moment, vous êtes dans la circulation, vous êtes à droite, mais le coureur va prendre la gauche. Donc, vous voyez que votre chemin sera toujours plus long que ce que le coureur veut prendre. Or, nous voulons que le coureur parcourt 42 km. Vous voyez, votre parcours sera toujours plus long qu'à pied. Donc, voilà un peu, pour être plus simple, voilà comment on mesure le parcours. Ça, c'est un peu l'explication du mesure. On va revenir maintenant après sur le parcours, même le circuit de façon concrète. Alors, M. Billy, alors M. Nyanou le disait, le marathon des échangeurs, c'est aussi la fête. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour que pendant que les gens parcourent 42 km, nous qui sommes dans les tribunes, là, nous ne nous ennuyons pas? D'accord. Alors, il l'a dit, il y a ceux qui vont s'inscrire pour la performance, mais il y a également ceux qui s'inscriront pour participer à la fête. C'est effectivement une fête, en ce sens qu'il y a un volume de personnes qui sera présent. Il y aura des démonstrations d'autres disciplines sportives. Il y aura les autorités qui viendront avec la fanfare. Ça sera une très belle fête. Il faut dire que nous pensons aujourd'hui à même faire le village du marathon. Donc, juste à côté de l'arrivée de départ également, il y aura une zone de rafraîchissement et de divertissement. Si Jean-Pierre de Coubertin dit l'essentiel c'est de participer, moi je modifie en disant l'essentiel c'est le départ. Alors c'est pour davantage inviter tout le monde, toute la population du Burkina, plus aisément ceux de Ouagadougou qui peuvent rapidement s'inscrire. Il y a déjà des internationaux qui se sont inscrits. Quand je dis internationaux, ce n'est pas le Kenya, mais en tout cas, il y a d'autres nationalités qui s'inscrivent parce qu'ils sentent que, en tout cas, c'est une belle fête qu'abrite Ouagadougou et ils ont envie de participer. Ne serait-ce que pour la médaille, l'attestation, pour améliorer leur performance physique. Comme M. Zaré l'a dit, si aujourd'hui je peux faire 5 km, j'espère demain faire 10 km. La petite anecdote, c'est quoi? C'est que j'ai mon voisin, alors, qui a pris le départ l'an dernier. Il a fait, je crois, 3 ou 5 km. Et il a été dépité de constater que, de façon sportive, il a été en super baisse de performance. Et depuis le marathon de l'an dernier, chaque jour, il court. Ah oui. Il s'est réinscrit cette année. Je le salue au passage, c'est Bationo Saturnin. Et il s'inscrit cette année et il relève le défi justement de boucler le parcours. Ça, c'était un coup de fouet pour lui. Ça, c'est sûr. Alors, moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à venir et faire comme ce dernier, parce que c'est un très bel exemple. Le sport, c'est la santé. L'engagement qu'on a, la persévérance, c'est ça qui fait la force de l'esprit également. Donc voilà un peu les dispositions qui seront prises à côté pour que tout soit comme prévu, une belle fête, au bénéfice de la population burkinabé. Alors, Monsieur Nyanou, je crois qu'il y a un petit détail que nous voudrons que vous expliquiez, c'est que l'inscription, c'est 1000 francs. Alors, est-ce qu'au niveau de vous, techniciens de la fédération, c'est normal qu'on paie pour s'inscrire et pourquoi? Alors, merci bien. Vous voyez, tout événement qui se veut grandiose et qui se veut sérieux demande de la part de chacun un petit effort. C'est dans ce sens qu'il a été institué la maudite somme de 1000 francs pour les inscriptions. Il y a des exceptions. Nous avons voulu que cette année, tous ceux qui sont dans les corps militaires, paramilitaires, puissent s'inscrire gratuitement.
mais 1000 francs, ça ne correspond même pas au coût réel du dossard que les athlètes vont recevoir, qui constitue un souvenir assez important. Donc j'invite plutôt les participants à ne pas voir qu'on est déjà en train de mettre les frais. Ils peuvent s'informer de par le monde à combien on paye pour participer au marathon de Paris, au marathon de New York. Ils vont voir, ils vont se rendre compte que ici, ce n'est pas un coût, mais c'est déjà une idée pour préparer les uns et les autres à pouvoir prendre au sérieux cet événement, parce que les organisateurs le veulent périn, et ils veulent aussi que demain, ce qu'ils donnent comme prix devient plus consistant et que Ouagadougou draine le monde entier pour participer à ce marathon-là. D'accord. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce coût que nous avons voulu mettre cette année à l'inscription. D'accord. Alors, monsieur Zaré, on invite chez vous, c'est Vive la Reine, c'est vous qui dites, vous allez montrer aux gens le chemin. Alors, l'année passée, il y a eu un circuit que vous allez nous rappeler rapidement et nous dire, est-ce que cette année, on reprend le même circuit ou bien il y aura de petites modifications? On reprend à peu près le même circuit que l'année dernière, oui, mais on tient compte d'un certain nombre d'évolutions dans la ville ou bien des désagréments. Par exemple, quand l'année dernière, on est passé devant l'église Saint-Pierre de Goungé. Exact. Vous voyez que cette voie-là est totalement dégradée aujourd'hui et ce n'est pas prudent d'y passer parce que les gars peuvent se fouler le pied dès le départ et la course s'arrête là-bas. Donc cette année, on va démarrer comme l'année dernière. Okay. On prend la direction comme si on va à l'école de police. Okay. On tourne immédiatement à droite. On prend l'avenue de l'Entente jusqu'à la route de Goungé. Et de là-bas, on suit le parcours jusqu'à Pissy. Sans monter sur l'échangeur, on passe le contournement par la droite. On arrive à Pissy. À partir de là-bas, le trajet n'a pas changé. Oui, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas fait l'année passée... On va jusqu'au niveau de après la Sonabi, on arrive au niveau du siège de l'ONEA. On prend à gauche et on vient tout droit pour venir vers Ouaga 2000. Il y a une seule voie bitumée, la voie est toute droite. Et l'année dernière, on avait dû faire un petit contournement à ce niveau parce qu'il y avait le canal qui était en construction. Il est fini, mais on va aller tout droit jusqu'à la station Petrofa pour reprendre la voie de Ouaga 2000 sur la droite. Et comme s'il allait tout... Parce que, bon, comme l'année dernière, c'est fermé, il faut être prudent avec un certain nombre d'événements. Arriver après la Bissia. Oui, à droite. La Bissia qui est à gauche. À gauche, oui, exact. Après la Bissia, il y a une double voie à gauche. Qui va vers le monument des Martyrs. Voilà, on prend cette double voie, on arrive tout droit sur le monument des Martyrs. On reprend à droite, on passe à côté de BF1. Tout naturellement. Et au niveau de BF1, on reprend à gauche pour passer devant l'ambassade des États-Unis. Et on part comme s'il allait pour rejoindre la route de Pau. À 2 km 200, 2 km 300, on a une pharmacie. On tourne juste à gauche avant la pharmacie et on vient passer juste derrière le palais des sports. Et on rejoint encore cette double voie qui quitte le rond-point des Martyrs pour aller sous l'échangeur. On tourne à droite, on passe sous l'échangeur et on continue tout droit vers l'échangeur de l'Est jusqu'au rond-point de Kosodo. Là, c'est une vraie ligne droite. Voilà, une vraie ligne droite. Là, on reprend à gauche, on va jusqu'au carrefour de la clinique Notre-Dame. Bon, ceux qui disent c'est Jean-Baptiste. Voilà, la clinique Notre-Dame, on tourne là-bas à droite, on passe devant la clinique et immédiatement après la clinique, il y a un nouveau goudron. On prend à gauche, juste derrière la clinique, et on reprend ce nouveau goudron. On arrive à Oscar, non, c'est pas Oscar, non, Arbiar, voilà, exactement. Voilà, on arrive à Arbiar, on reprend à gauche, et on retrouve la voie qui quitte depuis Chifra pour aller vers l'échangeur. On longe le barrage jusqu'à l'échangeur du Nord. Voilà, donc on tourne à droite, on longe le barrage, on arrive à l'échangeur. Il y a un petit rond-point, on le prend à gauche. Donc c'est le sens contraire de la circulation des véhicules.
Donc de là-bas, on vient tout droit, on passe sous l'échangeur, on arrive au milieu de l'Institut des sports, on traverse les rails, on arrive au milieu de l'Institut des sports. À la fin du milieu de l'Institut des sports, on prend à gauche et on a une ligne droite pour venir vers l'arrivée. Ah oui. Voilà. Bon, moi je suis pas couru, mais je suis déjà fatigué, j'avoue. Rien que l'explication. Mais pour revenir à quelque chose, oui, allez-y, M. Césaré, oui. Dit, oui. Effectivement, vous n'avez aucune compétition d'un niveau international où l'inscription est gratuite. Okay. De toutes les façons, tout le monde sait que la gratuité tue. Ah, oui. Ça tue l'activité. Et mettre une maudite somme, c'est pour... Quand la personne s'engage, c'est pour dire effectivement je m'engage et je vais participer à la fête, je vais faire la distance, je vais faire de mon mieux. Ça c'est important de mettre quelque chose. Ce n'est pas l'argent lui-même, mais c'est le résultat même de l'engagement individuel de la personne. Et ça, j'apprécie ça positivement parce que vous n'avez aucune compétition où l'inscription est gratuite. Ok. Voilà. Alors, M. Thiénot, on s'est tapé 42 km 195. On est essoufflé. On est essoufflé, on est arrivé. Qu'est-ce que je gagne? Alors, naturellement, il faut pouvoir récompenser ceux qui auront réussi à parcourir 42 km 195 parce que, ma foi, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, le premier, naturellement, il est prévu un prix, comme l'an dernier, qui est de 1 million de francs CFA. Okay. Ensuite, nous avons 500 000 francs pour le deuxième. Alors, il faut dire qu'on va primer du premier jusqu'au 20e. Ah. C'est vrai que d'une façon générale, on gratifie les 3 premiers. Mais là, jusqu'au 20e entrant, ils auront quelque chose. Ils auront une compensation financière. Vous avez dit un financière. terme extrêmement important, le 20e entrant. Juste une minute à M. Nyanou, voilà, pour nous préciser tout ça. Entrant ici, là, ça veut dire qu'il y a un temps maximum à ne pas dépasser. Oui. Pour être pris en compte. Lorsque vous organisez un événement comme ça, il se trouve que certains participants, dès qu'ils commencent, ils ne tiennent pas à être arrêtés. De sorte qu'il y en a qui peuvent passer toute la journée sur le parcours. Même quand les organisateurs seront partis, il tient quand même à parcourir la distance pour que ça reste dans l'histoire, pour qu'il raconte à ses amis, ainsi de suite. C'est pour cette raison que les organisateurs mettent un terme, une limite, un temps à ne pas dépasser ou après ce temps, lorsque vous arrivez, vous n'êtes plus pris en compte dans les primes à distribuer. Mais vous aurez votre temps, puisque lorsqu'on ferme, on met toujours une équipe légère qui est chargé de donner le temps que chaque chronomètre, chaque coureur aurait réalisé, à condition aussi de ne pas exagérer. Parce que si vous venez 2 jours après, ils ne seront plus là. Ils seront déjà partis. Donc c'est ainsi que chez les femmes, par exemple, la compétition sera fermée après 5 heures. Après 5 heures. Si vous arrivez à 5 heures 1 minute, on va vous dire que vous avez fait 5 heures 1 minute. Mais le règlement ne permet pas qu'on vous donne un prix parce que vous êtes hors délai. Et les hommes? Et chez les hommes, on a mis 4h30. 4h30. Donc, si ma mémoire est bonne, au-delà donc, de ces 4h30, si vous arrivez, il n'y a pas de prix à recevoir. Ok, M. Thiénot, finissez pour les récompenses. Alors, je poursuis. Il y a les prix pour les hommes. C'est une course mixte en réalité. Mais néanmoins, pour permettre aux femmes de s'en sortir avec quelque chose, on a prévu des prix spéciaux pour ces dames. Alors, il faut dire que la première dame à rentrer dans le timing défini. Les 5 heures, hein? Les 5 heures. Les 5 heures, il faut qu'on soit bien précis. Voilà. Alors, et si elle est la seule femme aussi, hein? Parce qu'il y a des femmes qui peuvent rentrer avant 5 heures. Ah oui. Naturellement, c'est prévu pour que les femmes arrivent avant 5 heures. Avant 5 heures, Oui, l'histoire permet de... Si on prend le marathon de Ouaga-Laye, on a déjà eu des femmes qui sont rentrées à 4h30 et moins. D'accord. Voilà. OK. Monsieur Thiénot, Donc, alors, je vais ajouter quelque chose. Si c'est une femme qui est première,
elle va prendre son million Oui. et elle va prendre son prix spécial femme. Waouh, c'est le jackpot. Bon, maintenant aux femmes de courir. Hein. C'est le jackpot. Mais à l'espèce, ce qui est prévu, c'est effectivement pour la première femme 400 000 francs. Et on va de la même façon primer jusqu'à la 5e femme. À la 5e femme. Voilà. Donc, c'est un appel une fois de plus à nos chères femmes, à nos sœurs, à s'inscrire. Vous avez du potentiel. Hein. Croyez en vous. Inscrivez-vous et courez. Vous pourrez y arriver. Donc, voilà un peu ce qui est prévu pour les coureurs, pour les participants en termes de prix. OK. Il y a des prix spéciaux par hasard? Alors, ça c'est à la faveur de ce que vont définir nos partenaires. Okay. Alors, on les écoute. Hein. Nous sommes toujours en attente de ces derniers. J'ai envie de dire que c'est vraiment une superbe tribune de promotion. D'abord, c'est une activité, on va dire, RSE, à responsabilité sociale d'entreprise, à laquelle il est de bon temps que les organisations puissent associer leur image parce que il faut monter une autre dimension de l'entrepreneuriat et du business. Ce n'est pas que de faire de l'argent. C'est vrai que c'est important, c'est nécessaire, mais c'est aussi de montrer qu'on a une oreille attentive au bien-être également de la population et de nos clients. Alors moi j'ai envie de... Je vais titiller un peu certains, je pense à Total Burkina, je pense à Vivo Énergie, je pense à toutes ces organisations, je pense à Diakfa, à CFAO. Je souligne en particulier que la thématique justement de cette édition porte sur la sécurité routière et notamment le casque peut sauver une vie. Il est important, en tout cas pour nous, de défendre une cause noble à chaque édition. Et pour cette année, on a pensé justement au port du casque parce qu'en termes de proportion de véhicules au Burkina, ce sont les engins à 2 roues. Alors, quelqu'un te dit de vous dire, de laisser, on va courir avec les casques. Ça, c'est notre réalisateur. Non, je ne sais pas si c'est lui. Ça, c'est notre réalisateur. De porter les casques pour courir. Lui, il va courir avec son casque et il aura un prix spécial. Voilà. Donc, on a décidé justement de faire du bruit autour de cette question-là, pas par la coercition, mais à travers justement cette fête-là, faire comprendre aux gens qu'il est important de porter le casque. Ces dames, surtout avec les coiffures, vont penser que ça gêne un peu, mais il est question ici de leur survie, de leur santé. Il est question ici d'éviter de faire pleurer une mère, un père, un frère, parce que on aura été sauvé à l'issue d'un accrochage parce qu'on a porté un casque. Absolument. Voilà un peu. Alors, tout ce potentiel de communication que j'évoquais à l'endroit des annonceurs, excepté les médias locaux, qui sont toute une pléthore qu'on va inviter, qui seront là pour médiatiser l'activité, comme ça a été fait l'an dernier. Nous avons pris langue avec Stade Afrique, nous avons pris langue avec Canal+, avec RFI, pour davantage amplifier justement cette activité-là. Il y a les panneaux, les 12 mètres carrés et tout ce qu'il y a comme spot publicitaire et la presse écrite qu'il y a comme action de visibilité. Comme je l'ai dit, la question du RSE, c'est très important. Moi, j'attends tous ces partenaires à qui j'ai adressé en tout cas des correspondances pour un soutien et un accompagnement et toutes ces institutions publiques et privées à se manifester. C'est très important. C'est assez lourd, la Fédération pourra témoigner, que d'organiser cela. Donc, c'est vraiment un grand appel que je lance à mes partenaires. D'accord. Alors, ça veut dire que si vous venez à ce marathon, vous ne perdez absolument pas. Bien au contraire, vous serez vu dans le monde entier. Alors, on va consacrer les dernières minutes de cette émission à la préparation. Monsieur Zaré, Monsieur Yanou, vous êtes des enseignants d'éducation physique. Alors, Monsieur Zaré, comment on prépare un marathon? Il a donné un excellent exemple tout à l'heure. Depuis l'année dernière, il a commencé à l'exemple de son voisin. Oui, de son voisin. C'est l'exemple typique de la préparation du marathon. Voilà. Il faut s'entraîner régulièrement, faire de longues distances. Et on avait déjà donné des conseils l'année dernière. Premier conseil, il faut pas courir seul. L'entraînement. Voilà, il ne faut jamais courir seul. Même quand vous sortez pour votre marche, mais votre footing matinal, là, il faut minimum 2. Parce que l'accident arrive à tout le monde. Vous êtes en bonne santé, n'importe quel accident peut arriver. Si vous êtes à 2, l'autre peut déjà vous sauver. Ensuite, le fait d'être à 2 et que vous courez, vous causez.
Si à un moment, tout le monde se tait, c'est que l'intensité est élevée. Donc, on ne pourra pas le tenir longtemps. C'est déjà un moyen de doser son effort. S'il arrive à se parler, c'est qu'on est en dessous. À un moment, il faut bien qu'on se taise pour dire que voilà, je suis en train de travailler difficilement. Déjà, donc, il faut préparer longtemps, courir régulièrement. Après toujours l'entraînement, boire suffisamment d'eau. J'ai suivi une émission Mag Santé où on conseillait aux gens, avec la chaleur qu'il y a, il faut boire régulièrement. Il faut beaucoup boire pour vraiment non seulement éliminer, mais pour se réhydrater. Parce que l'homme est constitué à plus de 80% d'eau et quand ce taux-là baisse, la santé s'en va. Donc il faut boire pour se réhydrater. C'est ce qu'on peut donner comme conseil primaire. Ouais. À l'approche, on donnera d'autres conseils sur pendant le marathon, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle attitude il faut tenir. Il y a des points d'épongeage, il y a des points de ravitaillement, comment il faut se comporter, on en reparlera. Alors, M. Yanou, moi, en préparant cette émission, j'ai lu des termes. J'avoue qu'il y a un qui m'a un peu tapé sur le système, comme dit quelqu'un. On parle du mur du marathon. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, il faut se dire que pour tout travail, il y a une exigence d'énergie pour arriver aux fins qu'on s'est fixées. Okay. L'organisme fonctionne un peu comme une machine, mais beaucoup plus complexe que la machine. Vous voyez, le glucogène que l'organisme utilise, si je veux faire une comparaison, je vais parler du carburant que nous mettons dans la moto. Okay. Et vous savez que si vous avez du carburant dans la moto, s'il n'y a pas d'oxygène, ça ne fonctionnera pas. Exact. Il faut de l'oxygène pour brûler ce carburant et permettre donc un fonctionnement. L'organisme fonctionne à peu près avec cette image caricaturale que je donne. Okay. Donc le glucogène, il est stocké au niveau musculaire et il est stocké en partie aussi au niveau du foie. Okay. Et donc c'est le matériau de premier choix que l'organisme utilise pour son fonctionnement. Mais quand on prend maintenant l'organisme, comment tout cela peut marcher? Vous savez que la respiration a un rôle clé d'apporter de l'oxygène dans les poumons. Et le sang viendra chercher ce gaz-là pour l'amener là où il doit être brûlé pour produire l'énergie. Okay. Donc, à partir de là, vous comprenez déjà que si vos poumons ne sont pas suffisamment fournis pour amener l'oxygène, c'est un problème. Vous comprenez que si le cœur qui doit envoyer le sang dans l'organisme n'est pas suffisamment puissant pour le faire, c'est un problème. Vous comprenez que s'il n'y a pas suffisamment de glucogène dans l'organisme, c'est un problème. Et à un certain moment donné, toutes ces réserves vont s'épuiser. Okay. C'est après, les scientifiques estiment que à partir du 35e kilomètre, vous n'avez plus de réserve. Et pour les 7 km qui restent, on fait comment? C'est ça le mur. Ah, tiens. Et l'organisme ira chercher ça dans d'autres types de réserves. Va commencer à brûler les fibres musculaires. Certaines graisses que vous avez dans l'organisme vont être utilisées pour continuer à pousser l'organisme pour terminer l'épreuve. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez que les marathoniens, ce n'est pas des gens qui ont une masse graisseuse dans le corps. Okay. À un certain moment donné, ils sont obligés de brûler au-delà pour arriver à ce résultat. D'accord. Donc, voilà pourquoi on parle du mur, parce qu'à partir de 35 km, quel que soit le marathonien, il va éprouver cette difficulté à pouvoir continuer. Okay. Maintenant, le conseil que je peux donner aux coureurs, c'est que vous voyez que dans les grandes compétitions, certains ont une solution, un apport, un jus qui est préparé et qui va
permettent à l'organisme de synthétiser très rapidement ces éléments que je viens d'évoquer, et ils vont donc confier à l'organisation une potion qu'ils vont récupérer autour de cette distance. D'accord. Donc d'autres le récupèrent à 30 km, d'autres à 35 km. Et puis donc vous voyez un bidon particulier où on a écrit le nom d'un tel, et le comité d'organisation sait que mais c'est vérifié, un tel qui porte tel dossard, qui doit boire ça. S'il est en train de passer, l'officiel technique qui est là-bas a l'obligation de lui remettre cela. Mais vous vérifiez son contenu. Hein? J'arrive. OK. Avant, il doit confier l'échantillon au comité d'organisation qui prend le soin de faire vérifier ça. Super. Parce que il n'est pas question que dans ce genre d'épreuve, on retrouve des gens qui se dopent. Okay. Donc si la substance est préparée, elle est naturellement préparée pour permettre à l'organisme de faire le mécanisme de digestion comme cela doit se faire avec tout aliment que l'organisme consomme. D'accord. Voilà. Alors, M. Zaré, naturellement, je sais que vous êtes professeur de physiologie. Alors, on parle aussi de temporan et de fartlek. Alors, j'avoue que ça, c'est pour les marathoniens. Il faut savoir ce que c'est. Non, le fartlek, c'était un système d'entraînement. D'accord. Fartlek, c'est une expression suédoise qui veut dire jeu avec l'allure, jeu d'allure. Je cours, j'accélère, je ralentis, je saute. Enfin, c'est un jeu d'allure. D'accord. C'est ça le fartlek. C'est ça le fartlek. C'est un moyen d'entraînement comme les... Comment vous appelez ça, les circuits training. Okay. Voilà. Bon, ça, c'est le fartlek. C'est un jeu d'allure. Okay. Mais il a dit quelque chose d'important sur lequel j'aimerais revenir. Bien sûr. Effectivement, les graisses brûlent sous le couvert du sucre. OK. Et vous savez que le cerveau se nourrit surtout de sucre. Le cerveau. Donc, si vous avez un taux de la glycémie descend jusqu'en dessous d'un certain taux, vous évanouissez. Okay. Puisque vous n'avez plus de carburant. Et quand vous regardez à l'arrivée de certains marathons, le gars arrive, on dirait qu'il est fou. Il commence à s'exciter dans tous les sens parce qu'il n'a pas assez de sucre, il n'a pas assez d'oxygène. Donc les cellules commencent à s'entrechoquer. Et qu'est-ce qu'on fait? On les met sous une tente, on lui fait une solution de glucosé, on lui fait une perfusion de glucosé. 10 minutes après, le gars est à l'aise. Il dit qu'il n'a jamais raconté tout ce que vous dites. Donc, c'est pourquoi sur le parcours du marathon, dans les points de ravitaillement, vous avez vu que vous donnez de la banane, beaucoup de sucre, pour remonter un peu cette glycémie-là, en dessous duquel on ne peut pas tenir. Mais à l'arrivée du marathon, la glycémie est toujours très basse. Comme il l'a dit, à partir de 35 km, on a tellement couru qu'on bouffe, et on n'a pas le temps de ravitailler automatiquement. D'accord. Et donc, quelle est la stratégie? L'entraînement permet de réserver un peu de sucre, de ne pas brûler tout le sucre et d'aller vite à la brûlure des graisses. Parce qu'après 30 minutes, on dit après 30 minutes, on a 50% de sucre, 50% de graisse. Au bout d'une heure, on n'utilise surtout que les graisses. Vous voyez, donc, mais dès que vous accélérez un peu, pour accélérer, vous êtes obligé de brûler du sucre, puisque c'est la substance la plus rapide qui peut donner un peu plus d'énergie assez rapidement. Donc, vous allez brûler le sucre. Donc, si vous brûlez trop le sucre, vous êtes dans le trou du marathonnier, comme vous l'avez dit. Voilà, c'est ça le trou du marathonnier. À 35 km, c'est le trou du marathonnier. Et si vous vous rappelez bien, il y a eu des Jeux Olympiques, je pense que ça devait être à Los Angeles, où un Kenyan menait de très loin et l'Américain, petit à petit, a creusé et est venu le battre. Parce que lui, il est tombé dans le trou, il n'a pas pu ressortir. D'accord. Voilà. Bon, on est presque en fin d'émission. Alors, mais monsieur Yanou, après, à l'arrivée, il y a contrôle antidopage, comme on le dit? Alors, le contrôle antidopage, il est instauré pour la santé des coureurs. Ce n'est pas pour autre chose. D'accord. Donc, il faut savoir que si
au niveau international, les gens sont exigeants, c'est que les conséquences des produits dopants ont fait voir un certain nombre de choses que le monde sportif ne souhaite pas continuer à vivre. Donc l'appel que je vais lancer, c'est de dire aux coureurs, n'essayez pas de vous doper. Ne tentez rien qui puisse mettre votre santé en danger. Mais pour le moment, nous n'avons pas les moyens de faire le contrôle antidopage. Nous n'avons pas demandé aussi. Mais bientôt, ce serait quelque chose d'obligatoire parce que dès que le marathon prend une envergure internationale, même si vous n'avez pas les moyens, si vous demandez au niveau international, on est prêt à vous aider pour faire ce genre de tests pour aider les sportifs. D'accord. Alors, on est en fin d'émission. Alors, monsieur Thienot, juste 30 secondes pour nous dire, alors, parce que pour faire ce genre d'événement, il faut bien des gens pour vous accompagner. Je ne parle pas des annonceurs, il y a quand même des autorités qui ont accepté d'accompagner BF1 dans cette aventure. Alors, nous avons pris des contacts avec pas mal d'autorités, comme vous le dites. Il faut dire que nous avons d'emblée le ministre des Sports qui nous accompagne, qui est président l'activité. C'est vrai que souvent je confonds président et parrain. Voilà. Nous avons également le ministre de l'économie qui est très enthousiaste à l'idée du marathon et qui est prêt à nous accompagner. Sans oublier le patron de la ville qui est le maire de la ville de Ouagadougou qui est avec nous. Et le patron, le Moro Nabas, Sa Majesté, qui est également heureux de savoir que dans sa capitale, au niveau de Ouagadougou, il y a ce type d'événement et qui magnifie une fois de plus sa ville. Donc, nous avons pas mal d'autres partenaires, mais en termes d'autorité, il faut dire que ce sont ces personnalités-là qui nous accompagnent. D'accord. Voilà, donc c'est sur cette note que nous allons les quitter. Merci, M. Thienot. Merci, M. Zaré. Merci, M. Yanou. Merci à Alain Couriol et à l'équipe de réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs, et surtout, chers marathoniens, prenez les conseils qui vous ont été donnés en compte. Préparez-vous, n'essayez surtout pas de vous doper parce que les conséquences sont incalculables comme M. Yanou. On veut un marathon propre et surtout que le 22 juin, ça soit une très belle fête. Sur ce, on va se quitter et se donner rendez-vous pour la prochaine émission parce que ça ne sera pas la dernière et surtout passer de bons moments sur les antennes de BF1, la télévision, au cœur de nos défis.